Je vous propose de commencer. Je me présente, je suis Hélène Lefaucheur, souscriptrice en assurance professionnelle et experte sur la partie métier de l'informatique. Je suis ravie de présenter ce webinaire en compagnie de Jonathan Désiré, mon collègue souscripteur développeur, également expert sur la partie tech. Je le laisserai se présenter tout à l'heure. Et nous avons la chance d'avoir également au sein à la participation de ce webinaire, Olivier Tiberghien, notre expert sur la partie IT et financial risque, qui vient de chez GM Consultant, qui nous fera une intervention au sein de ce webinaire, et également de Maître Herzog, qui participera également sur la partie enjeux juridiques de ce métier-là au sein de ce webinaire. Donc, merci pour votre présence. Merci aussi à vous tous d'être présents dans ce webinaire. Et si vous êtes d'accord, nous pouvons lancer la session. À titre d'information, je vous rappelle que cette session, ce webinaire est certifié en DDA. Donc, à la fin, vous recevrez la copie de cette présentation et le certificat DDA. Tiens, tu as des documents aussi. Pour commencer, le petit sommaire pour vous présenter cette session de 45 minutes, nous allons échanger. Enfin, Jonathan va vous présenter toute la partie liée au métier de la health tech, donc une vision globale de ce que c'est, de tout ce qu'on va retrouver dans les métiers de la health tech. Ensuite, nous retrouverons Maître Herzog, excusez-moi, sur la partie enjeux juridiques et risques liés à cette prestation. Ensuite, nous aurons la partie sinistre avec Olivier. Et ensuite, nous reviendrons avec Jonathan et moi-même sur la solution Escox. Et à la fin, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions durant la session. Nous y répondrons soit à la fin, soit par mail séparé en fonction de la durée de cette session. Bonne session. N'hésitez pas en cas de besoin. Jonathan, je te laisse la main. Ouais. Merci Hélène. Écoutez, merci à tous d'être présents pour suivre ce webinaire sur la health tech e-santé, un sujet d'actualité en ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder les différents métiers qu'on peut retrouver là-dedans et avoir une vision globale de ce secteur d'activité. Donc la health tech, ça va être un terme générique. Health tech ou e-santé, ça va être un terme générique qui va désigner des sociétés innovantes digitales dans le domaine de la santé. Donc ça peut être des startups ou des sociétés classiques qui vont développer des produits, des nouvelles technologies, et donc ça va passer soit par du produit pur, soit par des logiciels, par exemple, qui vont accompagner les médecins et les patients dans le cadre de traitement ou de diagnostic essentiellement. Donc là, on va avoir 3 sous-segments dans la partie health tech. Il va y avoir la biotech qui va être plutôt axée sur tout ce qui est recherche de médicaments, de traitements, faciliter le diagnostic. La partie medtech, où là on va être plutôt sur la partie produit, avec le développement de nouveaux produits intelligents, connectés. Donc ça peut être des prothèses, des équipements d'imagerie, que ce soit invasif ou non d'ailleurs. Et c'est des produits qui vont permettre d'aider soit au diagnostic, soit après au traitement. Et la partie digital health tech, là on va être vraiment plutôt sur du service et des logiciels qui vont accompagner le professionnel et le patient dans le traitement, dans l'analyse des données pour améliorer le diagnostic ou aider au diagnostic, améliorer le parcours de soins,
améliorer le suivi, justement, des informations qu'on pourrait collecter. Et donc, ce qui est important là-dedans à retenir, c'est qu'effectivement, ça va s'adresser aussi bien aux professionnels qu'aux patients. Donc, sur la slide suivante, on voit la décomposition de ces sous-segments. Et finalement, ça rentre un peu plus dans le détail de ce que je viens de dire, où la biotech, la finalité des produits qui vont être développés par les sociétés de biotech, ça va être éradiquer la maladie, améliorer l'espérance de vie, la prévention. Donc, on revient à toute la partie traitement, médicaments, diagnostic. MedTech et e-santé, on les a regroupés dans leur finalité, on va dire, même s'il y en a un qui va être plutôt porté sur la partie produit, MedTech, et l'autre sur la partie logiciel, service, donc e-santé. Et donc là, ça va être améliorer la prise en charge, améliorer la formation des équipes soignantes, optimiser le parcours de soins et les échanges d'informations entre patients et praticiens, améliorer le diagnostic et aider au diagnostic. Et puis ensuite, quand on parle d'éviter les complications, ça va être, on va revenir à vraiment des échanges facilités entre le praticien et le patient, et le praticien qui peut avoir facilement accès aux données médicales du patient à distance sans forcément passer par un rendez-vous physique, par exemple. Je vais laisser Hélène prendre la main sur cette slide. Pour avoir un petit peu plus de visibilité globalement sur ce secteur d'activité, il faut savoir qu'en France, on est vraiment novateur sur ces métiers-là. C'est tout nouveau. On commence à développer des activités dans ce domaine-là. Donc, au-delà de l'assurance, en générique, en général, dans les milieux hospitaliers, comme l'a dit Jonathan, sur les plateformes, les prises de rendez-vous, etc. Beaucoup de startups sont créées en France dans ces métiers-là. Il faut savoir que ça, les chiffres que vous avez sous les yeux datent de 2020. Aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui sont créées, qui existent dans ce secteur-là, dont 200 qui sont des éditeurs de logiciels. Donc, sur la partie e-santé, Health Tech, Digital Health Tech, notre cœur de cible. Vous avez tous les ans plus de 60 entreprises qui se créent dans ce domaine-là. Donc là, on va plus être sur le MedTech, sur la partie matérielle, un peu moins de digital, mais voilà, sur la partie facilitateur de solutions dans le domaine de la santé. En voyant toutes ces évolutions-là, on voit qu'il y a eu 363 millions d'euros de levée de fonds en Europe dans ce secteur-là, et dont pour 750 biotech. Donc tout ce qui va être dans le secteur de développement de médicaments. Alors, je ne parle pas aujourd'hui de toute l'évolution qu'il y a eu avec la pandémie, mais il y a eu beaucoup de levées de fonds dans ce domaine-là, dans le biotech, dans tous les laboratoires pour trouver des solutions. C'est vraiment des métiers qui sont en plein essor, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Sur la slide suivante, si j'y arrive. Juste pour avoir une petite visibilité des acteurs en France et à l'étranger, puisque là on parle des secteurs d'activité en France, mais ces métiers-là existent partout. Vous avez 4 grands acteurs qui existent, donc France Biotech, MedTech in France, France Digital Health Tech et France e-Health Tech qui existent pour accompagner du coup toutes ces startups, toutes ces entreprises soit à obtenir des levées de fonds, soit à les aider dans l'évolution des activités qu'ils veulent créer et peut-être être innovantes derrière pour trouver des solutions. Je vais laisser la main ensuite à Maître Herzog pour entrer dans la partie risque et enjeux juridiques de cette prestation. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Herzog, avocat spécialisé en droit du numérique et de l'informatique. Donc, l'objectif de la présentation ce matin est de vous présenter les risques et enjeux juridiques des health tech
et de vous faire toucher du doigt qu'est-ce qui distingue les health tech des autres prestataires ou éditeurs de logiciels pour bien appréhender cette notion qu'on voit très utilisée en ce moment, mais tout prestataire informatique ou tout éditeur de logiciels qui intervient dans le domaine de la santé n'est pas nécessairement une health tech. Alors. Quelle est la différence entre un risque health tech et une société ou un prestataire plus classique qui intervient dans le domaine de l'informatique? Finalement, une health tech, elle est soumise au même risque qu'une autre entreprise du service du numérique. Et Olivier Tiberghien pourra vous présenter un certain nombre d'exemples de sinistres où finalement, comme n'importe quel prestataire informatique ou éditeur de logiciels, leur solution est susceptible de subir des dysfonctionnements, une indisponibilité du service, des pertes de données. Et ces sujets-là sont finalement communs à tous les prestataires de services informatiques ou à tous les éditeurs de logiciels. Donc, il y a à la fois des risques communs à toutes les entreprises qui interviennent dans ce domaine-là. Et la spécificité d'une health tech, c'est qu'elles ont en plus un risque supplémentaire puisqu'elles interviennent dans un domaine sensible, elles traitent de données de santé et donc il y a un certain nombre de réglementations d'ordre public qu'elles doivent respecter. Donc vous avez un cumul d'enjeux et de risques pour une health tech. À la fois, elle est soumise au même risque que les autres intervenants qui interviennent dans le domaine du numérique, mais en plus, elles ont un certain nombre de règles, de lois et de réglementations d'ordre public qui s'appliquent à elles et qu'elles doivent respecter puisqu'elles opèrent dans un domaine sensible, à savoir elles traitent des données de santé. Alors la question qui se pose finalement, c'est mais quand on parle d'une donnée de santé, on parle de quoi? Parce que finalement, cette notion, elle peut recouvrer un certain nombre de notions et toute donnée qui pourrait paraître être une donnée de santé n'en est pas nécessairement une. Et pour retrouver la définition de ce qu'est une donnée de santé, il suffit de se reporter au règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, dont je pense que vous avez largement entendu parler depuis 2018, qui procède à une définition assez large de la donnée de santé, puisqu'une donnée de santé est définie comme suit, c'est une donnée à caractère personnel, donc, évidemment, concernant la santé. C'est une donnée relative à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, vous voyez, on a une définition très large et on peut identifier trois catégories de données qui rentrent dans cette notion. C'est celles qui sont des données de santé par nature, donc des antécédents médicaux, des maladies, des prestations de soins qui sont réalisées sur des personnes, des résultats d'examen, des traitements, un handicap. Donc ça, c'est vraiment une donnée de santé par nature, donc facile à identifier. Et donc toute société qui traite de ce type de données sera qualifiée comme une health tech. Mais il y a aussi des sociétés qui, indépendamment la donnée qu'ils traitent, n'est pas sensible au sens c'est une donnée de santé, mais elle peut devenir une donnée de santé à partir du moment où on fait un croisement avec d'autres données, et à ce moment-là, elles deviennent une donnée de santé en ce qu'elles permettent de tirer des conclusions sur l'état de santé ou le risque pour la santé d'une personne. Par exemple, le poids d'une personne en tant que telle, ce n'est pas une donnée de santé en tant que telle. En revanche, si on la croise avec d'autres données, à savoir le nombre de pas qu'elle fait par jour, la mesure d'apport calorifique, le croisement avec la tension, avec la mesure d'effort, et qu'on peut tirer des conclusions sur le risque que présente cette personne, alors le simple poids, du fait du croisement qui est fait avec d'autres données, peut être qualifié de données de santé et donc rentrer dans le régime juridique des obligations qui s'imposent à une health tech et que je vais vous présenter dans la slide qui suit. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie de données qui peuvent être qualifiées de données de santé. C'est une donnée qui est une donnée de santé en raison de sa destination, c'est-à-dire l'utilisation qui en est faite au plan médical. Vous avez véritablement trois catégories de données qui peuvent rentrer dans la catégorie des données de santé et qui rentrent et qui imposent au health tech de respecter un dispositif légal très précis.
Alors, ce dispositif légal qui s'applique au health tech, qui gère des données sensibles, il y en a un certain nombre et on a voulu, sans être trop rébarbatif, vous en présenter les principales et évidemment ne pas rentrer dans le détail de ces lois qui sont évidemment très consistantes chacune d'elles. Vous avez d'abord la loi informatique et liberté qui n'est autre que la transposition du RGPD en droit français. Vous avez l'article 1110-4 du Code de la santé publique relative au secret, évidemment. Les entreprises qui interviennent dans le health tech sont soumises à des dispositions très strictes concernant la nécessité de conserver secrètes les données de santé qu'elles traitent. Vous avez aussi des dispositions relatives au référentiel de sécurité et d'interopérabilité des données, puisque effectivement, un utilisateur d'une health tech doit pouvoir récupérer ses données de santé et migrer vers une autre solution logicielle et ne pas tout perdre sur ses antécédents et sur son suivi médical s'il change de solution logicielle. Donc, il y a des dispositions évidemment très strictes sur la capacité de l'utilisateur à récupérer les données de santé qui le concernent. On a voulu aussi vous mettre un focus pour que vous ayez conscience de ces règles très nombreuses qui s'appliquent au health tech sur les règles d'hébergement des données de santé. Une health tech ne peut pas faire appel à n'importe quel hébergeur, il doit faire appel à un hébergeur certifié qui doit offrir des garanties de sécurité. Je vais m'en arrêter là, mais l'objectif était que vous puissiez, une fois que vous aurez récupéré la présentation, d'avoir des exemples des réglementations précises qui s'appliquent au health tech et qui ne s'appliquent pas aux autres prestataires de services informatiques ou éditeurs de logiciels qui n'interviennent pas dans le domaine de la santé numérique. Alors, on a voulu souhaiter aussi mettre un focus sur finalement, est-ce que toutes les health tech et toutes les données de santé sont soumises à ce régime légal très strict que je vous ai présenté sur la slide précédente. Et pas nécessairement. En fait, une health tech est qualifiée d'health tech à partir du moment où les données qu'elle traite vont sortir de la maîtrise exclusive de l'utilisateur, mais à partir du moment où une solution logicielle est exclusivement utilisée par la personne, à ce moment-là, les règles, et notamment le RGPD, ne va pas s'appliquer, notamment quand les données sont recueillies en dehors d'un contexte médical, par exemple le nombre de poids, le nombre de pas effectués dans une journée, le poids, l'activité quotidienne qui est utilisée et qui sont mesurés par des outils qu'on utilise personnellement, à savoir des montres, des bracelets connectés. Mais à partir du moment où il n'y a pas de réutilisation de ces données pour faire une analyse, un traitement de données personnelles, à ce moment-là, les données qui sont collectées ne sont pas qualifiées comme des données de santé et donc les réglementations et notamment le RGPD n'a pas vocation à s'appliquer. Donc, il y a vraiment une analyse au cas par cas à effectuer en fonction des données qui sont à la fois traitées par les health tech, mais également l'utilisation qui en est faite. Et pendant qu'on préparait cette formation, j'ai reçu cet été sur ma montre une mise à jour qui m'expliquait que j'avais des nouvelles fonctionnalités et que ma montre allait m'aider à mieux dormir. Notamment combien de temps j'avais dormi la nuit, donc 8h02, vous avez vu, j'ai pas mal dormi cet été, mais également combien de temps je me lavais les mains et que plus évidemment, mieux on se lave les mains, moins on a de chances d'attraper le Covid. Et ces données-là, justement, ça m'a interpellé puisque en tant que telles, elles ne sont pas qualifiées de données de santé. En revanche, si ces données, à savoir je me suis lavé les mains pendant 15 secondes, elles sont remontées par exemple à mon employeur qui détecte que je présente un risque pour l'entreprise et qu'il y a un vrai traitement qui est effectué et qui me dit halte là, vous n'avez plus le droit de venir au bureau parce que vous vous lavez mal les mains, à ce moment-là, ça serait qualifié de traitement de données personnelles et l'ensemble du dispositif légal aurait vocation à s'appliquer. Donc véritablement, la maîtrise, qui a la maîtrise des données de santé est vraiment déterminant pour qualifier une entreprise de health tech ou pas. Et si l'utilisateur final a seul et exclusivement la maîtrise de ces données de santé, à ce moment-là,
le régime légal relatif au health tech n'a pas vocation à s'appliquer. Donc, c'est véritablement ça qu'il faut garder en tête, c'est qui a la maîtrise des données de santé, et si c'est celui qui est titulaire de ces données qui en a la maîtrise exclusive, alors le régime légal très strict que je vous ai présenté n'a pas vocation à s'appliquer, ou beaucoup moins. Évidemment, quand des données sont hébergées à l'extérieur, le régime légal relatif aux hébergeurs a vocation à s'appliquer, mais pas nécessairement l'ensemble des dispositions du RGPD. Alors, ensuite, quand on est face à une health tech, donc on a la certitude qu'on est face à un éditeur ou un prestataire de services informatiques qui traite des données personnelles au sens de la loi, la question que toute entreprise qui intervient dans ce domaine-là doit se poser, c'est quelle formalité elle doit effectuer pour effectuer son traitement de données à caractère personnel, qui est évidemment d'ordre public et qui est très sensible. Elles sont évidemment soumises au respect du RGPD, et pour ça, elles n'ont pas véritablement de déclaration de formalité préalable à faire. C'est la grande modification qu'a opéré le RGPD par rapport au dispositif légal qui s'appliquait antérieurement. Il n'y a pas de déclaration en tant que telle préalable à faire auprès de la CNIL, sauf pour certaines qui sont soumises à des régimes d'autorisation. Enfin, l'objet de la formation de ce matin n'est pas rentré dans cette typologie très particulière. Mais en contrepartie de la suppression de ces formalités préalables, le responsable du traitement, à savoir la health tech, elle doit être en mesure à tout moment de justifier qu'elle respecte l'ensemble de la réglementation du RGPD. Et notamment, elle doit mettre en place des registres de traitement qui recensent l'ensemble des traitements mis en œuvre dans l'entreprise. Donc, elle doit pouvoir justifier que précisément l'ensemble des traitements qui sont réalisés sont tracés et quels sont-ils de manière exhaustive. Elle doit également mener a priori une analyse d'impact sur les traitements qui sont traités et qui sont considérés comme présentant un risque élevé pour les personnes. Et s'agissant des données de santé, évidemment, l'analyse d'impact s'impose quasiment tout le temps. Et veiller à encadrer évidemment l'information des personnes concernées, donc les données de santé qui sont traitées. Il faut évidemment que les patients, les fournisseurs, l'ensemble des personnes soient informés et que l'effectivité de leurs droits soit garantie, à savoir que l'utilisateur doit pouvoir avoir accès à ces données de santé, elle doit pouvoir les rectifier si elles sont fausses, elle doit avoir un droit d'opposition à ce que ces données soient traitées, évidemment un droit de suppression de ces données lorsqu'elles n'utilisent plus la solution. Et bref, il y a tout un dispositif légal qui s'applique au health tech. Elles ont aussi potentiellement l'obligation de désigner un délégué à la protection des données personnelles, et ensuite elles doivent renseigner toutes les actions qu'elles ont menées pour garantir la santé, la sécurité des données. Donc vous voyez, le dispositif est excessivement lourd pour une health tech, mais ça crée évidemment des barrières à l'entrée pour celles qui parviennent à le respecter. Ensuite, et je ne vais pas être long, on voulait vous faire aussi un petit focus sur qu'est-ce qu'une analyse d'impact pour que vous ayez aussi conscience des questions qu'une health tech doit se poser quand elle intervient dans ce domaine d'activité. Donc, le RGPD précise très précisément que quand un traitement de données personnelles et une donnée de santé est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, le responsable du traitement doit effectuer, avant la mise en œuvre du traitement, une analyse d'impact. Donc, mesurer évidemment les risques qu'il fait prendre aux utilisateurs dans le cadre du traitement des données personnelles. Et donc, cette analyse d'impact, pour savoir si la health tech doit la faire, ce qui est a priori quasiment tout le temps le cas, il y a un certain nombre de critères qu'elle doit se poser, à savoir, est-ce que le traitement comporte une évaluation relative à la personne concernée, donc une évaluation sur l'état de sa santé, par exemple. Est-ce qu'il y a une décision automatique à effet juridique ou qui affecte la personne qui est prise, à savoir, par exemple, l'obtention d'un crédit, par exemple, en fonction d'un certain nombre de critères de données qui sont collectés. Est-ce qu'un certain nombre de droits sont ouverts ou fermés? Est-ce qu'il y a une surveillance systématique
qui est mise en place. Et à ce moment-là, évidemment, quand on répond oui à cette question, on a toutes les chances d'être contraint de mener une analyse d'impact. Est-ce que le traitement comporte des données sensibles? Donc là, s'il y a des données de santé qui sont traitées, évidemment, on est face à des données sensibles. Est-ce que c'est un traitement à grande échelle? Est-ce qu'il y a des croisements de données? Donc il y a tout un tas de questions finalement de bon sens à se poser pour déterminer si on est face à des questions d'une sensibilité assez forte pour déterminer si la health tech doit mener une analyse d'impact. Est-ce que le traitement concerne des personnes vulnérables, des patients, des personnes âgées? S'agit-il d'un usage innovant? Et est-ce que le traitement peut entraver l'exercice d'un droit ou l'exécution d'un contrat, par exemple le droit à des prestations sociales? Et pour vous donner la conclusion de l'ensemble de ces questions, la CNIL considère que quand on répond par l'affirmative à 2 de ces questions, la health tech doit mener une analyse d'impact. Donc, en plus d'avoir un des registres de traitement, à partir du moment où elle répond à l'affirmative à 2 de ces questions, une analyse d'impact s'impose dans le dispositif réglementaire qu'une health tech doit respecter pour pouvoir être conforme et pouvoir en justifier en cas de contrôle de la CNIL. Donc, c'est véritablement en matière juridique l'enjeu des health tech. Avant que je passe la parole à Olivier Tiberghien sur les risques et les exemples de sinistres qu'une health tech peut rencontrer, c'est véritablement ce dispositif un peu rébarbatif, et je m'en excuse si ça a été un peu rébarbatif, mais c'est véritablement ce qui qualifie et singularise les health tech par rapport aux autres prestataires de services informatiques ou éditeurs de logiciels. C'est véritablement un dispositif légal très lourd qui s'applique à elle. Et je passe la parole à Olivier Tiberghien sur les exemples de sinistres en matière de health tech. Merci Nicolas. Bonjour à tous, donc Olivier Tiberghien, je suis expert du cabinet GM Consultant et spécialiste en risque informatique sur ces types d'incidents. Donc effectivement, on voulait dans cette section vous présenter quelques exemples de sinistres liés au health tech. On l'a découpé selon les typologies d'activité finalement de l'assuré, et pour rentrer justement dans le vif du sujet, le premier exemple qu'on a choisi est lié à la e-santé, où finalement l'activité de l'assuré est en lien avec l'informatique, donc comme technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire que c'est un support finalement à la santé. Et comme le disait très justement Nicolas Herzog tout à l'heure, bien évidemment, on va retrouver l'ensemble des risques que supportent l'ensemble des prestataires informatiques, avec cette particularité, c'est que c'est en lien avec la santé. Mais bien sûr, on a ces risques très classiques. Le premier qu'on vous présente ici, c'est celui de la disponibilité des services et de la performance. Alors vous voyez sur la partie droite de l'écran un exemple qu'on a choisi qui est un petit peu caricatural, c'est un robot d'intervention chirurgicale qui s'appelle Da Vinci, qui permet à distance pour un chirurgien d'opérer un patient. Donc, par exemple, le chirurgien peut être à New York, le patient peut être à Paris, et il va être capable d'effectuer ces manipulations à distance. Et dans ce type de situation, on comprend bien que sur la chaîne de traitement de l'information de New York jusque Paris, on a un ensemble très important d'équipements qui interviennent, que ce soit des matériels informatiques, du réseau, en termes de réseau fibré notamment, pour ces distances importantes, des logiciels bien sûr, et on a donc tous les risques que vous connaissez bien sûr qui sont liés à ces équipements. À cela s'ajoutent les erreurs humaines bien sûr qui peuvent intervenir. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu caricatural qui permet de comprendre l'ensemble des risques auxquels ce type d'activité peut être soumis. Plus sérieusement, ou en tout cas de façon plus proche avec notre sujet ici, on a bien sûr les plateformes de téléconsultation qui sont très largement utilisées maintenant et qui sont soumises à ces mêmes risques de disponibilité et bien sûr de performance. La deuxième typologie de sinistre qu'on a avec l'informatique utilisée comme technologie de l'information et de la communication est liée bien sûr aux données médicales. Nicolas en a évidemment parlé tout à l'heure. On a deux types de causes qu'on obtient fréquemment quand il s'agit de perte de données. Ce sont bien sûr la sauvegarde,
sur laquelle le prestataire est souvent mis en cause, et bien sûr les dysfonctionnements du système de stockage qui sont à l'origine de beaucoup de pertes de données sur les sinistres sur lesquels nous sommes intervenus. On a choisi de citer 2 exemples. Un laboratoire qui travaille sur des molécules de plasma, qui a un système informatique assez complexe avec un système de base de données qui a été corrompu. L'ensemble des données présentes a été perdu. Les numéros de lots produits ont été perdus et ne pouvaient pas être reconstitués. Et l'ensemble des lots qui avaient été produits, donc de la production, ont physiquement dû être détruits. C'est bien sûr des conséquences importantes, supérieures aux millions d'euros. Plus fréquemment, on a bien sûr des pertes de dossiers médicaux, par exemple, c'est le cas dans des cliniques ou des hôpitaux, pour les raisons que j'ai décrites juste avant. Troisième typologie de sinistre, toujours dans le cadre de la e-santé, c'est dans le cadre d'un prestataire qui intervient, notamment pour fournir des plateformes qu'on appelle en mode SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'on va fournir un outil clé en main, par exemple une plateforme de téléconsultation, de diagnostic, qu'on va intégrer dans le système d'information du client. Et dans ce type de projet, on a malheureusement des cas d'échecs qui peuvent arriver, souvent dus à des défauts de pilotage ou des défauts d'estimation de la complexité des développements. C'est les causes qu'on a souvent. Et dans ce genre de projet, amène soit à des retards, j'allais dire dans le meilleur des cas, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, perte de chiffre d'affaires, heures supplémentaires et différents travaux pour pallier et pour ces retards et être capable de lancer le projet, ou parfois même l'abandon pur et simple du projet si le prestataire n'est pas en mesure de le livrer conformément à ses engagements. On change un peu d'activité, on passe sur les risques plutôt liés à l'aide au diagnostic et à la décision médicale. Donc là, on n'est plus sur un cas où l'informatique est utilisée finalement pour assister soit le personnel médical, pour accompagner le patient, où on aura finalement délégué une sorte d'intelligence qui est habituellement gérée par l'humain vers l'IT. Là, on est plutôt sur des risques de dysfonctionnement, sur des non-conformités qui peuvent être liés soit à la collecte, au stockage et au traitement des données, bien sûr, on les retrouve, mais également à l'algorithme même qui a été utilisé. C'est des algorithmes qui peuvent être de plus en plus complexes maintenant, et bien évidemment, le risque de défaut de performance ou d'erreur se retrouve avec cette utilisation. On cite 2 exemples, notamment l'imagerie médicale où les diagnostics par ordinateur ou assistés par ordinateur sont de plus en plus utilisés pour la détection de cancer. Et dans le cadre des objets connectés, on va en parler juste après, on a également des cas d'alerte qui ne peuvent ne pas avoir été émises sur événement. Donc, par exemple, un lecteur de glycémie, on a un système de traitement du signal ou de seuil qui va permettre de déclencher une alerte. Et l'absence d'alerte constitue un échec de l'algorithme qui peut provoquer ce type d'incident. Le dernier risque qu'on développe est celui lié aux objets connectés et au cyber. Sur le cyber, donc vous savez que malheureusement le nombre de sinistres a fortement augmenté. Il était de x4 sur 2020 par rapport à 2019. Dans le cas d'un incident cyber, l'entreprise concernée est bien évidemment la plus impactée entre guillemets en termes de perte de données et d'arrêt de l'activité, mais sa responsabilité peut également être engagée notamment au titre des manquements contractuels ou des engagements qu'elle n'a pas été en mesure de respecter, et ses clients peuvent donc rechercher sa responsabilité. On a le cas notamment des risques liés aux objets connectés, puisque ce sont des dispositifs qu'il est assez difficile de sécuriser et qui nécessitent des mises à jour régulières. On a donc le problème de confidentialité des données dont parlait Nicolas Herzog juste avant, mais également d'intégrité des données. C'est le cas par exemple du lecteur de glycémie connecté. Mais on a également le cas d'interruption de service après une cyberattaque. Un exemple récent concernait une plateforme de production de produits qui est rentré dans la composition de vaccins. Le prestataire a été donc lié et a été intégré à ce système de production. Il a subi une cyberattaque et le client recherchait donc sa responsabilité puisque le système était interrompu pendant plusieurs jours, voire semaines. Et bien évidemment, les conséquences ont été très importantes sur l'activité de production de cette usine. Voilà pour les quelques exemples. Je repasse la main à Hiscox pour la suite de la solution proposée.
Oui, merci Olivier. Du coup, je vais reprendre la main pour débuter la présentation donc, de la solution Iscox. Alors, la première slide. Donc, la première slide, on reprend, nous, maintenant qu'on a fait un tour quoi, de ce qu'est la SSEC et les activités qu'on va retrouver. Là-dedans, nous, Iscox, on ne va pas pouvoir s'intéresser à tout. Et donc, on voulait repréciser quoi, avec ce que nous, on savait faire. On va être plutôt positionné sur la partie e-santé, health-tech et tout ce qui est logiciel. Donc là-dedans, on va retrouver les logiciels d'aide au diagnostic et à la décision thérapeutique. Ce qu'on va pouvoir retrouver là-dedans, c'est qu'il y a des logiciels d'aide au diagnostic qui vont être considérés comme des dispositifs médicaux. On a une exclusion de base dans notre texte qui est rachetable si effectivement on tombe quoi, sur un logiciel qui, par sa finalité, est considéré comme un dispositif médical. Il va y avoir là-dedans aussi tout ce qui va faciliter la communication et les consultations médicales. Donc ça peut être aussi bien entre praticiens pour échanger des informations entre praticiens et patients également. Et après, tous les systèmes de téléconsultation, télémédecine plus classiques qu'on connaît et que Olivier évoquait aussi tout à l'heure. Donc, ces plateformes de téléconsultation, ça peut être uniquement la téléconsultation avec le système de communication par visio. Ça peut être également la communication par visio plus l'échange de documents entre le patient et le praticien. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Tout ce qui va pouvoir améliorer le parcours de soins au sein d'une clinique, d'un hôpital, ou après de manière plus large, au-delà de la téléconsultation, les échanges entre le praticien, là encore, et le patient. Donc, ça peut être, j'avais eu le cas de figure quoi, d'un pacemaker connecté. Donc, grâce à ce logiciel qui avait été créé, ben, les données pouvaient être collectées à distance par le médecin et le médecin ben, indiquait s'il y avait nécessité de prévoir un rendez-vous ou pas. Ensuite, ça va être collecté, administré, géré, échangé, analyser les données. Donc là, on va être plutôt quoi, sur des données effectivement de santé, mais aussi plutôt sur le versant administratif du parcours. Les formations. Donc là, ça peut être des formations soit qui sont avec des données de santé. Donc là, on va tomber sur la partie health-tech, comme l'expliquait Maître Herzog, soit des formations plus standards sans utilisation de données de santé. Et là, on rebascule, même si c'est dans le domaine de la santé, sur ce qu'on fait habituellement côté tech. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la partie invasive, on ne pourra pas y aller. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'activité avec un risque produit, donc ce qu'on retrouvait dans la medtech, quoi, plutôt. Ça, on va pouvoir en faire, mais à partir du moment où c'est non invasif. Et la plupart du temps, ils vont développer un produit couplé à un logiciel où les deux vont communiquer. Donc, pour vous donner un exemple concret, le cas de figure moi, que j'ai pu rencontrer, c'est une société qui avait développé une petite lentille que les dermatologues pouvaient installer quoi, sur leur portable pour prendre en photo des grains de beauté. Ils prenaient en photo les grains de beauté et derrière, il y avait la partie software logiciel qui collectait ces photos prises par les dermatologues et derrière, il y avait aussi un outil d'aide à la décision en fonction quoi, de la couleur, de la granularité. Ça a aidé quoi, le praticien dans l'aide à la décision médicale. Donc là, on retrouvait la partie produit avec la petite lentille, plus après la partie logicielle. Et
Et pour le coup, on a les garanties qui permettent de garantir aussi la partie produit. Et la dernière chose à garder en tête, c'est le risque de dommages corporels. Lorsqu'il y a un risque de dommages corporels direct important, on peut y aller, mais en termes de limite de garantie, on se limitera à 5 millions d'euros de garantie sur ces risques bien spécifiques. Hélène, je te laisse la parole. Merci. Pour compléter avec ce qui vient d'être énoncé, je voulais vous dire en fait que on est sur exactement le même produit que le tech. En fait, ça regroupe exactement ce qu'a dit Maître Herzog tout à l'heure. On est exactement sur la même typologie de risque qu'un risque numérique. Donc nous n'avons pas changé notre produit. Simplement, nous sommes sur un risque supplémentaire. Donc ils ont des règles à respecter, des lois. Donc nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous avons gardé le même produit métier de l'informatique où vous retrouverez toujours les mêmes garanties sur la partie manquement contractuel, les erreurs, fautes et omissions dans la prestation. On est d'accord qu'on n'assure pas la RC médicale, on est vraiment sur la prestation qui va être délivrée dans le cadre du logiciel ou de la solution e-santé. Toute la partie perte et destruction de biens, ce que nous a expliqué Olivier tout à l'heure dans un exemple de sinistre qui est vraiment très important dans ces métiers-là. On n'oublie pas que ces métiers dans le domaine de la e-santé doivent respecter la réglementation du Code de la santé publique et doivent être hébergés au sein d'un hébergeur certifié HDS, puisqu'effectivement, c'est tout l'objet de la garantie. On a ce Code de la santé publique qui dit, voilà, vous devez sécuriser ces données, et de par tout ce que nous a expliqué Maître Herzog, c'est très réglementé. Donc, nous, assureurs, on est d'accord, mais vous respectez la loi. Et si vous perdez des données, il y a forcément un rapport avec votre hébergeur, mais au moins, il y a une sécurité derrière. On a toutes les mêmes garanties que vous retrouverez habituellement, les contrefaçons, tout ce qui est lié à la vie privée et la confidentialité des données. Et en complément, nous avons les garanties additionnelles sur les frais et abandon de créances, par exemple sur un projet informatique qui viendrait à échouer ou ne pas venir à ses fins. Même sur nos contrats HealthTech, on peut prévoir une garantie monde entier. Les logiciels peuvent être destinés à une clientèle américaine ou canadienne. Évidemment, ça s'étudie d'une autre manière. Et effectivement, ça va dépendre de la typologie du logiciel ou de la solution qui est proposée. Donc, ça s'étudie auprès de nos services. On couvre aussi la partie produits défectueux. Ça va dépendre effectivement du produit. Sur la partie MedTech, on a dit qu'on pouvait regarder certaines typologies d'activités. Donc, peuvent être couverts le produit défectueux. Évidemment, il faut qu'elle soit certifiée CE, marquage, etc. et qu'elle respecte toutes les réglementations qui sont liées à ces produits. On couvre sur nos contrats RC Pro également la partie RC exploitation et toute la partie recours juridique. Sur la slide, j'ai coupé mon micro, donc je ne vous m'entendrai plus. Ça y est. Sur la slide d'après, qu'est-ce qu'on retrouve en point fort sur nos contrats? On est sur une présentation globale de nos points forts sur les métiers de l'informatique. Donc, l'extension des brevets est également valable sur la partie HealthTech. Et vous le noterez qu'on a un accompagnement sur tous ces nouveaux métiers. Donc, nous sommes des souscripteurs spécialistes dans ces métiers-là. Nous sommes accompagnés, comme vous avez pu l'entendre et le voir avec Maître Herzog et Olivier Thiberdien, avec des experts, des avocats qui nous accompagnent sur ces métiers-là. Donc, on est vraiment en pleine évolution dans ce secteur-là, bien accompagnés, bien formés pour pouvoir vous accompagner sur ces risques-là. C'est vraiment un plus si vraiment vous avez besoin et de développer cette partie-là au sein de votre cabinet. À savoir que cette garantie-là, enfin ce contrat-là, RC Pro, même HealthTech, on peut le combiner avec une partie cyber. On a vu avec l'exemple de sinistre qu'Olivier nous a présenté que le risque cyber n'est pas anodin non plus sur la partie santé. Donc, on peut l'étudier. Ça peut être un contrat combiné. On peut faire aussi 2 contrats distincts, pas de problème, mais ça s'étudie en fonction du risque, effectivement, et de la partie donnée qui peut être plus ou moins sensible. Je vais
laisser la main à Jonathan sur la partie sinistre. Du coup, là, on rappelle la philosophie de gestion de sinistre qu'on a chez Hiscox. Donc, nous, ce qu'on encourage chez Hiscox, c'est vraiment, on demande à notre assuré, effectivement, d'être proactif, de faire une déclaration à titre conservatoire s'il sent que c'est nécessaire et qu'il y a une réclamation potentielle qui peut arriver. Notre volonté, c'est vraiment de l'accompagner du début à la fin avec des équipes sinistres qui sont basées sur Paris pour la partie RC. Et au sein de cette équipe sinistre, il va y avoir des personnes qui vont être spécialisées sur nos différents métiers et notamment sur la partie informatique. Et donc, ces personnes-là, après, vont se mettre en relation avec Maître Herzog, avec Olivier Tiberghien, pour justement avoir le support technique ou le support juridique en fonction de la nature de la réclamation. Et tout ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est vraiment cet accompagnement-là qu'on essaye d'avoir tout au long de la gestion de sinistre, en tenant informé aussi bien notre partenaire courtier, vous, que le client, l'assuré final, qui est dans une situation pas délicate, lui aussi, d'un point de vue commercial avec un client à lui. Ensuite, hop, la prochaine slide. Donc là, c'est plus une présentation des supports que nous, on peut vous apporter pour vos échanges avec vos clients. Donc, on a créé ce qu'on appelle le Claims Book. Donc là, ça va être des exemples de sinistres en fonction de la typologie de réclamation pour vous donner un éventail assez large des sinistres qui peuvent arriver sur la partie health tech, le sujet d'aujourd'hui, mais également pas sur la partie tech standard. Donc là, on va avoir les retards dans la prestation, les vols ou la perte de données, une assignation, ça peut être un manquement contractuel également. Voilà. Dans ces documents-là, on va pouvoir retrouver aussi la fiche métier Health Tech e-santé, où on reprend pas mal d'éléments qu'on vous a donnés aujourd'hui. Donc déjà une vision du marché, et ensuite les risques spécifiques à ce domaine d'activité-là. On a couplé nos garanties, nos contrats avec un partenaire Captain Contrat qui propose la relecture des contrats commerciaux par un avocat spécialisé. Donc, on est sur 48 heures ouvrées. Ça peut toujours être intéressant pour justement, avec tout ce que nous a expliqué Maître Herzog, de vérifier si la société rentre bien dans les lois, dans les caractéristiques qu'ils doivent respecter quand ils créent une société dans le domaine des STEC, et notamment toute la partie données sensibles. Ça peut être toujours intéressant. On a une offre de lancement avec ce partenaire-là. Au début, c'est gratuit pour les premiers contrats, et ensuite c'est 199 € pour la prestation. J'en profite pour répondre à quelques questions que nous avons reçues. Nous n'avons pas mis exprès la slide concernant MyScox, puisqu'en fait, ces métiers de health tech ne sont pas éligibles à la souscription sur MyScox. N'hésitez pas à nous contacter, votre souscripteur, nous, au service de souscription, pour avoir une idée si on peut s'intéresser au dossier. N'hésitez vraiment pas à nous téléphoner. C'est pas sur MyScox, ça s'étudie ou pas, mais on vous donnera une réponse en regardant les éléments que vous avez. Cette activité, ces contrats sont éligibles également au challenge que nous avons lancé depuis le 1er septembre. Donc en plus, c'est très important puisqu'en général, les primes sont plutôt satisfaisantes quand on regarde des dossiers STEC. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on les regardera ensemble.
Je crois que nous avons fini la présentation. Je crois que nous avons eu pas mal de questions. Je pense avoir répondu à quelques-unes d'entre elles. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, on vous répondra par mail. Je crois qu'on a eu une question sur la téléconsultation. Alors, la téléconsultation en tant que telle, c'est un médecin qui l'a fait. Donc, la téléconsultation, l'objet de la consultation, c'est la RC médicale, c'est le médecin. Par contre, le professionnel qui a développé un logiciel dans ce domaine-là, ou la prise de rendez-vous pour de la téléconsultation, c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Évidemment, il nous faudra les contrats passés entre le développeur de ce logiciel-là et le praticien en question ou le cabinet qui va proposer cette solution-là. Ça peut se regarder. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous et pour nous, en plus, de voir de nouvelles prestations, de nouveaux métiers dans ces domaines-là, ce sera avec plaisir. Je tiens à remercier Maître Herzog et Olivier Tiberghien qui nous ont accompagnés dans ce webinaire. J'espère que ça vous a vraiment plu. C'est des sujets très importants, très intéressants et ça couple vraiment avec la partie juridique et les exemples de sinistres qui sont typiques dans ces domaines-là. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir animé et participé puisque ça m'a aussi appris de nouvelles choses. Donc, merci à vous. Merci à Jonathan d'avoir animé avec moi ce webinaire et je vais te laisser la main pour terminer si tu veux. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Merci à Maître Herzog et à Olivier pour cette intervention. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire en espérant que vous aurez appris plein de choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger s'il y a besoin de précision. Au revoir à tous, merci pour votre attention. Oui, simplement au revoir à tous et merci pour votre attention. J'espère que les quelques mots de présentation sur la manière dont et les obligations légales auxquelles les health tech sont soumises vous ont permis de toucher du doigt la spécificité de ces métiers-là. Merci à tous. Merci. Au revoir.